Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de vous présenter les méthodes de Runge-Kutta explicites à deux pas. Le premier transparent, classique, on va dire qu'on arrive sur la fin des vidéos et celui-là vous l'avez vu presque à chaque vidéo. On veut donc résoudre un problème qui est un problème différentiel avec condition initiale sur une inconnue S qui dépend du temps. On discrétise le temps avec des instants discrets T1 jusqu'à Tn. Et pour chaque instant, on va avoir une approximation sigma k étant l'approximation de S de Tk. S va vérifier cette relation-là, qui est une relation formelle, et l'objectif de chaque méthode numérique va être d'approximer au mieux S point sur le pas de temps. Le fil directeur des méthodes de Runge-Kutta, je l'ai présenté dans une vidéo qui était la vidéo précédente. Et l'idée va être d'approximer φk comme une combinaison linéaire de KI. Alors, le nombre de KI va correspondre, ce nombre d'évaluations intermédiaires va correspondre à ce qu'on va appeler le nombre de pas ou le nombre de stages. Il y a plusieurs dénominations. Et vous voyez que φk est défini comme la somme, une combinaison linéaire des KI. Chaque KI correspond à une évaluation de S point que j'obtiens à l'aide de l'opérateur grand D à un instant tau i et pour un état intermédiaire sigma i. Alors, tau i, si on regarde, c'est tk-1, l'instant initial sur le pas de temps, plus delta tk fois ci. Ci va être un paramètre qui va varier entre 0 et 1. Quant à l'état intermédiaire petit sigma i, c'est sigma k-1 plus delta tk fois une combinaison linéaire des kj. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, j'avais présenté dans la vidéo qui est la vidéo précédente, mais on va voir que pour les méthodes à deux pas et explicites, ces expressions-là se simplifient. Donc on va voir maintenant les relations dans le cas simplifié. Donc je vous présente ici le tableau de Butcher. φk s'écrit donc comme une combinaison linéaire de K1 et K2 avec des coefficients B1 et B2 à déterminer. Alors K1, c'est très facile de l'obtenir. En effet, on a une méthode explicite. Vous voyez que j'ai un 0 ici. Ça va faire que tau 1, c'est Tk-1, et K1, c'est D en Tk-1, sigma K-1. C'est-à-dire que bon, ça c'est très simple à obtenir. Je vais maintenant avoir besoin de déterminer les quatre autres coefficients inconnus, donc B1 et B2, j'en ai déjà parlé, C2 qui va correspondre à l'instant du pas de temps où je vais évaluer K2, et A21, et si vous regardez A21, il apparaît ici, dans l'évaluation de K2, j'ai Tk-1 plus C2 delta T, donc ça c'est tau 2, et puis sigma K-1 plus A21 delta T K1. Ça c'est le petit sigma 2 que j'avais présenté dans le transparent précédent. Donc, j'ai 4 coefficients à déterminer. Et vous voyez que quand je les écris comme ça, je ne prends pas en compte leur interdépendance. Vous vous rappelez, je l'ai présenté dans la vidéo précédente, C2 égale à 2,1 dans notre cas, et B1 plus B2 égale 1. Donc vous voyez que pour le moment, je ne vais pas considérer ces relations-là. Pourquoi? Parce que c'est lié à une notion qui s'appelle la consistance, et on va voir que par la méthode que je vais vous présenter, on va l'obtenir aussi naturellement. Cette méthode elle va être basée sur l'identification de développement de Taylor qu'on va faire quand delta t va être petit. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Bon alors, ce qui arrive va être un petit peu technique, enfin je vais dire plus calculatoire que technique. Et donc on va faire des développements de Taylor. Alors, on va commencer par faire une approximation de Taylor. Alors à l'ordre 1 de K2 pour avoir une expression à l'ordre 2 de sigma K. Donc, je vais faire une première approximation à l'ordre 1 de K2. Alors, si on regarde K2, c'est D en Tk-1 sigma K-1. Je le fais, le paramètre que je considère petit, c'est delta T. Et puis, D va dépendre de deux variables. Donc, la première, c'est le temps, la première variable. Et ça va nous donner un terme supplémentaire, C2 delta T, fois la dérivée partielle de D par rapport à T, évaluée en Tk-1 sigma K-1, point où je fais mon développement de Taylor. Deuxième terme, c'est pareil, A de 1 delta t fois, alors la dérivée de D par rapport à chacune des variables de S multipliée par K1. Donc vous voyez bien, on va avoir une formule de dérivation un petit peu
un petit peu plus complexe, mais qu'on peut très bien écrire sous cette forme formellement. Donc voilà, j'ai donc effectué à l'ordre 1 le développement de Taylor de K2. Et ça, quand je vais maintenant mettre cette expression de K2 dans la relation qui relie sigma k et sigma k-1, et que je vais tout injecter, on va obtenir que sigma k, bah, c'est sigma k-1, plus, alors delta t b1k1, ça c'est le terme qui vient ici, plus delta t b2k1, ça ce terme-là, c'est b2, et puis ici vous voyez qu'on a k1. Donc finalement, là ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai rajouté ce terme-là, puis maintenant j'ai plus que du b2, et premier terme de b2, enfin premier terme de k2, b2 fois k1. Et ensuite, je vais avoir C2 B2 delta T carré. Hein, donc j'ai un C2 delta T ici qui vient multiplier un B2 delta T. Ça me fait du B2 C2 delta T carré fois la différentielle de D par rapport au temps. Et pareil, terme supplémentaire B2 à 2,1 fois la différentielle par rapport à S multiplié par K. Alors, cette expression qui est une approximation de Taylor à l'ordre 2 de la relation entre sigma k et sigma k-1, je vais la comparer à l'approximation de la solution exacte à l'ordre 2. Toujours la même chose, S, je ne le connais pas, mais je peux quand même écrire des développements de Taylor. Et si j'écris les développements de Taylor, bah S de tk-1 plus delta t, c'est S de tk-1 plus delta t fois la variation de D, le S point, hein, donc c'est D de tk-1, S de tk-1, plus des termes d'ordre 2, delta t carré sur 2, hein, c'est le terme bien connu du développement de Taylor, et ici vous allez voir qu'on retrouve la différentielle de D par rapport au temps, et ce terme-là est exactement le terme qui est le terme qu'on a ici, puisque le D qui est ici c'est K1. Donc si on veut identifier ces deux développements de Taylor, on se retrouve avec une relation, enfin avec trois relations. La première, B1 plus B2 égale 1, puisque ici vous voyez que j'ai un terme en delta t, là j'ai 1. Et puis B2C2, qui est le coefficient de ce terme-là, qui est égal à 1,5. Le 1,5 vient d'ici. Hein, donc ici j'ai 1,5, là j'ai B2C2. Et pareil, B2 à 2,1 égale 1,5. Donc, vous voyez qu'en faisant ce petit calcul de développement de Taylor, on trouve trois relations entre mes coefficients. Ces trois relations vont faire en sorte que la relation de récurrence que je vais établir pour mon schéma numérique va être exacte si S a une variation qui est une variation régie par un polynôme qui va être un polynôme d'ordre 2. Enfin, en tout cas, tout ça, on y reviendra. Mais ce que vous voyez, c'est que cette méthode, qui est la méthode à l'aide des développements de Taylor, va me permettre d'obtenir des relations entre mes différents coefficients. Bon, alors on a fait le plus dur. On obtient trois relations. Alors d'abord, quelques petites remarques. Déjà, ces équations sont non linéaires. Vous voyez ici, j'ai le produit de deux inconnus. J'ai le produit B2C2. Pareil pour celle-là. Puis ensuite, on a quatre équations pour trois inconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'équations pour déterminer toutes les inconnues. Ça peut être levé. Ça peut être levé en disant, on va imposer une valeur à ces deux. Cette valeur que je peux noter θ, enfin, je note surtout cette valeur θ parce que c'est très courant dans la littérature. Cette valeur θ1, c'est une valeur qui varie entre 0 et 1 et qui ne peut pas être nulle, parce que sinon cette équation-là ne serait pas vérifiée. Et donc mon tableau de Butcher va maintenant ne plus dépendre que de θ, et on voit bien qu'on ne va pas avoir qu'une seule méthode de Runge-Kutta. On va en avoir une infinité, enfin on va avoir autant de méthodes de Runge-Kutta explicites à deux pas que de valeurs de θ. Parmi tous les choix de θ, il y en a quand même deux qui sont privilégiés. Le premier, c'est θ égale 1,5. Le tableau de Butcher s'écrit sous cette forme-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que K2, si on regarde le petit sigma 2, c'est sigma K-1 plus delta T sur 2 K1. Et ça, si on analyse de manière un petit peu plus fine, on s'aperçoit, c'est ce que prédirait la méthode de l'air explicite au milieu du pas de temps, comme état intermédiaire petit sigma 2.
Donc là, finalement, ce que vous faites, c'est que vous faites une méthode de l'air explicite sur la moitié du pas de temps. Ça vous donne d'une certaine façon une approximation de votre état au milieu du pas de temps et évalué en tk-1 plus delta t sur 2 qui correspond également au milieu du pas de temps, on détermine une vitesse K2. Et c'est cette vitesse qu'on va utiliser comme valeur moyenne pour S point. Donc ça, la méthode midpoint, c'est l'équivalent de la méthode des rectangles médians pour les techniques de quadrature. Deuxième choix, méthode de Hön, θ égale 1. Alors si on analyse le tableau de Butcher, vous allez avoir un K2, là si vous voyez ici, ça c'est une méthode de l'air effectuée sur tout le pas de temps. Sigma K-1 plus delta T K1, avec l'expression de K1, là on reconnaît une méthode de l'air. Sur tout le pas de temps cette fois-ci. Et notre phi K, c'est la moyenne de K1 plus K2. Donc on l'obtient en faisant la moyenne des deux. Alors, ça, la méthode de Hön, c'est la méthode des trapèzes. Donc voilà deux choix de θ qui sont des choix de θ particuliers. Et enfin, alors, une relation qui est valable quelles que soient les valeurs de θ, on s'aperçoit que si on, pour toutes les méthodes, pour toutes les θ méthodes, pour les systèmes qui sont les systèmes LTI, donc Linear Time Invariant, ou D donné à l'aide d'une matrice d'état alpha, on a directement cette relation-là et on peut reconnaître la troncature à l'ordre 2 de l'exponentielle de matrice. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Toujours sur notre système masse-ressort, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément la solution. Alors on peut déjà dire que je compare ici une méthode forward de l'air et une méthode midpoint pour un pas de temps donné. On voit bien que la méthode de forward de l'air, on obtient les oscillations qui croissent en fonction du temps. Et pour la méthode qui va être la méthode midpoint, sachant que pour ce système-là, c'est ce que je viens de dire précédemment, midpoint, Hön et toutes les θ méthodes donnent le même résultat, on ne voit pas forcément de différence entre, en tout cas graphiquement, entre la solution exacte et la méthode midpoint. Les différences, on va les voir en analysant la convergence. Et je vous trace ici l'erreur à la fin de la simulation en fonction de delta t. Et on s'aperçoit que la méthode midpoint ou les méthodes Runge-Kutta d'ordre 2 vont avoir des erreurs qui vont être plus faibles, mais élément qui est vraiment l'élément notable, c'est qu'au lieu d'avoir un ordre 1 comme c'était le cas pour la méthode de l'air, on va obtenir un ordre qu'un ordre 2. C'est normal qu'on obtienne un ordre 2, parce que ce qu'on a fait, le développement de Taylor est un développement de Taylor à l'ordre 2. Ça nous implique que l'erreur locale, c'est-à-dire l'erreur sur un pas de temps, va être d'ordre 3. Mais avec les accumulations d'erreurs au fur et à mesure des pas de temps, c'est ce qu'on avait vu dans les cas précédents, dans les vidéos précédentes, je vais perdre un ordre de convergence. C'est-à-dire que mon ordre 3 pour mon erreur locale va se traduire comme un ordre 2 pour l'erreur globale, et c'est exactement ce qu'on voit sur cet exemple. Je vais donc maintenant conclure. Donc je vous ai présenté les méthodes Runge-Kutta d'ordre 2. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait pas une seule méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, mais une infinité de méthodes qui pouvaient être, qui dépendaient d'un paramètre θ qui variait entre 0 et 1. Donc le tableau de Butcher est donné ici. Parmi cette infinité de méthodes, il y a deux choix privilégiés, la méthode midpoint, qui est l'équivalent de la méthode des rectangles médians, et la méthode de Hön, qui est l'équivalent de la méthode des trapèzes. Au niveau des résultats, quand on a comparé avec la méthode de l'air qui est une méthode Runge-Kutta à un pas explicite, on a vu que la méthode de l'air était d'ordre 1, tandis que la méthode RK2 était d'ordre 2, donc on a un meilleur ordre de convergence. Alors, j'ai pas parlé de stabilité dans cette vidéo, c'est pour, j'y reviendrai dans la vidéo suivante, mais c'était parce que déjà je trouvais que le contenu était déjà relativement était suffisant pour une simple vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la stabilité des méthodes de Runge-Kutta d'ordre 2. À bientôt.